Wow. La transition. Faut que tu trouves le bouton fade out, là. C'est trop d'émotions, là. Ça coupe l'émotion. Wow. Bienvenue tout le monde à une nouvelle édition du Couscous Piri Piri, édition en direct. Moi, c'est Sofiane, vous le voyez à ma droite ou à ma gauche, c'est Nilton. Et notre invité spécial pour ce CCPP en direct, épisode 31 pour ceux qui sont en podcast, monsieur Richard Labbé. Salut Richard. Salut, comment allez-vous? Très bien, merci. On est confinés comme tout le monde, mais moins qu'avant, on dirait. Oui. Ouais. Ça qui est cool. Et pour ceux qui sont en version audio podcast pendant la semaine, je vous suggère d'aller voir sur Facebook ou sur Twitter. Richard a peut-être reçu une commande Amazon de dernière minute. Il a ce qui semble être un maillot de foot. Ben, les connaisseurs, là, je vais vous poser la question. Je vais essayer de montrer l'étiquette. Est-ce que vous êtes capable d'identifier l'équipe? Real Sociedad? Non. Oh, boy. Tu sais, ça ressemblait, tu sais, de haut, ça ressemblait au FC Porto. Je dis non, ça, c'est trop d'amour pour nous. On dirait un club grec? Non. C'est quoi? IFF, c'est ça? C'est pas un club norvégien? IFK. IFK? C'est grec ou norvégien? C'est Copenhague? Non, c'est pas Copenhague. Je suis très, très déçu. Je vois rien. Attends. Non, le grec, c'est AEK. Donc ça, c'est IFK, c'est, je sais pas, c'est pas les îles Féroé, là, mais... C'est le IFK de Gothenburg. J'étais pas loin des Scandinaves. Entre la Grèce et la Scandinavie, il y a juste 2000 km. Voilà. Écoute, je tenais à le ressortir pour vous ce soir parce que ça a été le premier match de soccer, de foot, peu importe, que j'ai vu en Europe. C'était fabuleux. C'était en 2002. On avait été invité par la délégation du championnat du monde de hockey qui avait lieu là-bas. Le hasard a fait que le IFK jouait, je crois, le deuxième soir du championnat. Et on avait été invité, un paquet de journalistes nord-américains qui n'avaient jamais vu un match de soccer de leur vie. Et puis là, on se dit, OK, on va aller voir ça. Puis écoutez, j'ai été... comment dirais-je, agréablement surpris. C'est pas si grand par rapport à certains stades. Je crois que c'est peut-être 40 000, 45 000. Non, ça reste quand même... C'est un beau stade. À 40 000, là, il y a de l'ambiance si c'est plein. Ben, c'est ça. C'est l'ambiance. C'est l'ambiance. Puis moi, j'avais jamais vu des feux de Bengale durer aussi longtemps de toute ma vie. Écoute, ils ont une tradition, dans le fond, je crois que c'est derrière le filet, si je ne me trompe pas, de l'équipe adverse. Il y a quelqu'un qui part une espèce de feu rouge qui dure à peu près 35 minutes. J'avais jamais vu ça de ma vie. Alors, ça, c'est une méga suspension. Ça, c'est une suspension à vie du Stade Saputo, si ça arrive. T'as plus le droit de faire ça, hein, je pense. Ça dépend des ligues. Il y en a qui sont un peu plus permissifs que d'autres. On aura un jour un podcast avec un ultra si jamais il décide de venir nous parler. Il y a beaucoup de débats là-dessus sur les fumigènes et la sécurité. En France et en Allemagne, il commence à avoir des fumigènes approuvés par les clubs qui sont pas dangereux, en tout cas. Mais certains fans ultra ou supporters partout dans le monde, ils veulent des fumigènes dangereux parce que ça fait plus réaliste. On verra, mais on est déjà des masques Nilton. Ouais. On ne connaît pas notre soccer, notre foot. Mais moi, il y a déjà une question qui vient de tomber. Moi, une de mes premières questions que je voulais poser à Richard, c'est: as-tu déjà vu un match complet de foot? Oui. Alors, voilà, c'est fait. Donc, mais notre vraie première question qu'on demande à tout le monde, est-ce que c'est toi, Dr. Foot? Non. Non. Donc, la bonne réaction, c'est ici, c'est qui, Dr. Foot? Donc, tu as déjà subi les tweets de Dr. Foot. Oui, c'est pas un troll professionnel ou quelque chose comme ça? On cherche. Pour un troll, il est très gentil quand même. Okay. Il est quand même poli. C'est un troll poli, mais on hésite. On lui donne tellement d'attention qu'il ne va jamais arrêter. Puis honnêtement. OK. Ben non, mais ça avait été. J'en ai vu quelques-uns. Écoutez, j'ai cette curiosité-là quand je suis ailleurs. Souvent, j'essaie d'aller voir quelque chose que je verrais peut-être pas à la maison. Bon, ici, il y a du soccer en Amérique du Nord, mais pas à l'échelle européenne. Puis, je me suis impressionné, on est allé en famille à Barcelone. Et puis là, je voulais absolument aller voir un match à Barcelone. Ouais. Et puis, là aussi, j'avais été vraiment... Là, c'est beaucoup plus gros. Hein? Je pense que c'est 80 000 personnes, le Camp Nou, je ne me trompe pas. Mais ça dépend des configurations. Avant, c'était plus gros. Là. Ouais, mais je pense que c'est plus du tout permis parce que les places assises, tout ça. Là. Ouais. Moi, je pense qu'ils peuvent facilement légalement arriver à 95 000 de mémoire.
Mais les fans moutons du Barça vont nous troller sur ça. Non, c'est 4556. Ok, merci les gars. La preuve que Alec nous écoute pas, il nous a pas encore écrit et Mike non plus. J'avais l'impression que le chiffre c'était 80. En tout cas, bref, il y avait énormément de gens. J'avais beaucoup aimé ça aussi. Puis là, c'était une autre chose. C'est un peu comme voir les Yankees de New York. J'ai eu peur. Je pensais que tu allais faire la fameuse référence au hockey, mais t'es allé sur le baseball. C'est pas si pire. Ça, c'est une autre question qu'on va parler plus tard. Je vais en faire d'autres, des références de sport. Mais j'avais beaucoup aimé. Mais alors, c'est ça. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a un débat qui est arrivé sur Twitter. Je me souviens même plus c'est quand. Non, en fait, c'était parti avec. C'était pas Thierry Henry, je pense. Ouais, on a eu 2 chicanes, dans le fond. T'sais, on a eu la première chicane, ça a été au mois de novembre, quand Thierry Henry est arrivé à l'aéroport de Montréal et t'avais dit que ça avait été. On commence raide, là. On avait dit que c'était une occasion ratée. Puis notre deuxième chicane, moi, je parle juste de toi et moi, ça avait été. C'est l'émission Zone Franche. À Télé-Québec où tu trouvais ça bizarre qu'on parlait de la place du hockey dans les médias traditionnels pendant qu'il n'y avait personne du beat de hockey. Oui, et ça, je suis d'accord avec toi, Richard. J'ai tellement ri. J'ai dit, il a raison en plus. Mais en même temps, je me disais, ça fait du bien de subir finalement le traitement que les autres sports reçoivent pendant toute l'année. Mais bon, on va attendre ça un peu plus tard. Tu sais, je voudrais savoir... Il est méchant. Non, c'était soft, c'était quand même soft. En tant que journaliste à la presse, je pense que j'ai vu tous les nouveaux journalistes arriver à la presse, puis là, un de leurs premiers mandats, c'était la couverture de l'Impact de Montréal. Tu sais, c'était comme la purge. Je pense que même... Est-ce que ça se peut que l'éditorialiste Journet a déjà aussi écrit pour l'Impact de Montréal? Paul, il aurait fait des matchs de l'Impact. Écoute, c'est une bonne question, mais toi, Richard, as-tu déjà eu à subir ça? D'où ton amitié avec DA? Non, mais pour de vrai, moi, j'ai adoré le soccer. Moi, écoute, une de mes premières affectations, ça a été le soccer en salle. Oh my God! Même si toi, je suis pas allé. J'ai adoré ça. Je finissais 33-30. C'est comme au hockey. Du hockey, pas de pénalité. Ben, il a eu la chance de voir John Lemniatis marquer des buts. Oui, exactement. Une grosse frappe. Et le coach qui est malheureusement décédé, dont le nom m'échappe, avait un nom anglais. En tout cas, j'ai oublié son nom. Il était tellement sympathique. Puis il nous avait invités à un moment donné parce qu'on faisait toujours des blagues. On disait, on faisait des blagues avec lui, là, genre, c'est pas difficile, là, du soccer en salle. N'importe qui peut jouer ça. Puis il avait dit, OK, parfait, on fait un match avec les médias. Fait qu'on s'était ramassé au Centre Bell, à l'époque, le Centre Molson, à 7h du matin un dimanche. Pour essayer d'aller jouer contre des... Il y avait une couple de gars là, qui étaient de l'équipe et tout ça. Puis, alors, c'était bien amusé, mais écoutez, j'avais aimé ça. Puis par la suite, j'ai couvert l'Impact brièvement au Centre Claude Robillard. OK. Ouais. Puis... là où les rêves commencent et se terminent en même temps, c'est le Robillard. Le Robillard, c'est là où les rêves commencent et se terminent en même temps. dans le fameux champ de patates. Pour un gars qui, tu sais, quand on te voit tweeter sur le sport, tout ça, tu sais, on voit comme une espèce de modèle qui existe très fort au Québec. Tu sais, c'est l'enfant du sport, de la couverture médiatique au Québec, c'est l'enfant du hockey, c'est l'enfant de la NFL. Tu sais, moi, je m'y retrouve parce que dans les années 80, tu sais, c'est juste ça qu'on pouvait voir à la télévision ici au Québec. Et toute cette génération-là n'a pas été habituée à une couverture médiatique en dehors de ces deux sports-là. Est-ce que ça explique un peu pourquoi il existe ce genre de clivage-là, un peu de génération entre ceux qui décident ou la vieille garde de journalistes qui sont incapables de parler d'autre chose que de hockey. Avant, c'était incapable de parler d'autre chose que canadien. Maintenant, au moins, ils peuvent voir les fameux matchs à Nashville. La NFL par la télé américaine. Mais en dehors de ça, c'était difficile de s'intéresser à un autre sport. Mais tu fais erreur parce que, tu sais quoi, au début des années 80, l'offre sportive à Montréal, elle était spectaculaire. Les expos avaient une couverture médiatique probablement, puis ça n'a pas été très long, là. Non. Mais au début des années 80, Tim Raines, Gary Carter, Steve Rogers, Warren Cromartie, les gens étaient en amour avec cette équipe-là. Et pendant quelques années, là, les années de championnat, en 81 entre autres, la couverture médiatique des expos était plus importante
que celle du Canadien. C'est dur à imaginer maintenant, mais c'était comme ça. Et Montréal, à cette époque-là, parce que là, tu parles des années 80, Nilton, Montréal était en ébullition sportivement. Écoutez, là, on a eu un combat de boxe. Roberto Duran, Sugar au Stade olympique. Aujourd'hui, essayez de vous imaginer un combat de cette envergure-là. Non. À Montréal, c'est impossible. On parle de soccer. Le Manic attirait 60 000 personnes au Stade olympique. Il y avait, je ne sais pas comment l'expliquer. Est-ce que le dollar loisir était plus fort? Est-ce que les gens consommaient énormément de sport. Alors, à ce moment-là, puis ça a tombé que le Canadien, au début des années 80, était plus très bon. Meilleur qu'aujourd'hui, mais plus très bon. Et les gens allaient vers d'autres choses. Et le Manic aussi, ça a été bref, là, évidemment, le Manic, ça a été 3 saisons. C'est très court, là, ouais, très court. Très court, mais il y a eu, je me souviens, la première année, c'était le Stade olympique était plein. Alors, il y a eu une époque où Montréal était en ébullition. On parlait de Montréal comme une équipe d'expansion pour la NFL. Imaginez ça, là, c'est dur à croire aujourd'hui. Alors, je pense qu'il y a eu un temps où le Canadien avait pas la place qu'il a maintenant, mais les circonstances ont fait en sorte que, malheureusement ou heureusement, dépendant de votre côté, maintenant le Canadien a, j'allais dire toute la place, c'est pas vrai, mais une très, très grande place. Ben pourquoi t'expliques autant... On retrouve autant de clichés, par exemple, sur le foot, sur le basketball. Tu sais, très, très souvent, cette vieille garde-là, ceux qui sont en dehors des milléniaux, mettons, qui couvrent le sport vont toujours trouver que les clichés à raconter sur le basketball et sur le soccer. Tu sais. Par exemple, toi, tu l'as déjà dit, le soccer, ce que tu n'aimes pas, c'est tout l'aspect comédie. Tu comprends que ça vient d'une influence peut-être théâtrale dans certains pays. Peut-être que tu as vu moins de comédie quand tu es allé à Gothenburg, mais tu sais, c'est peut-être plus propice dans certains pays, mais pourquoi là, on reste attaché à chaque fois qu'on parle de soccer, on sait que quelqu'un va faire une joke sur le spray magique, sur les roulades. Tu sais, ça devient tellement fatigant parce que quand on parle de hockey, on ne parle pas de goon qui pète la gueule à un autre à chaque fois qu'on parle de hockey. Tu sais, on sait que ça existe, mais après, on parle de d'autres choses. D'après toi, pourquoi on reste attaché à ce cliché-là? Ben en même temps, tu vois, aux États-Unis, pendant des années, la Ligue nationale de hockey était incapable de faire parler d'elle autrement que quand il y avait quelqu'un qui pétait la gueule de quelqu'un d'autre. Donc, ce sont des clichés qui, malheureusement, peuvent suivre un sport pendant longtemps. Écoutez, dans le cas du soccer, je ne sais pas, je pense pas que ce soit si répandu que ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a, je pense, beaucoup de médias de plus en plus spécialisés dans les autres sports que le hockey qui vont avoir une autre façon d'aborder ça. Donc, encore là, je suis plus ou moins d'accord avec toi. Je pense que il y a peut-être que ce vieux réflexe-là qui sort de temps en temps, mais je pense pas que ce soit si élaboré que ça. Toi, Sofiane, qu'est-ce que tu en penses? Tu trouves-tu qu'on est tout le temps... Peut-être que nous, on est trop puristes, puis quand on écoute les médias, on aimerait avoir de la qualité contenu. Puis à chaque fois que notre oreille là, est sensible à la référence de hockey, à chaque topo de soccer, on va dire c'est comme si au hockey, là, on décroche. On décroche, on devient quasiment agressif. Puis, à la limite, en 2010, je me dis, ouais, c'est normal. En 2020, c'est un peu lourd, comme on dit. Mais en même temps, je fais tout le temps la même référence, je répète à chaque podcast, à chaque show, là où je vais, où j'écris, etc. Même quand ma femme me demande rien, je lui dis quand même, ça ne veut rien savoir. Je lui dis, regarde, c'est pas comme si à Paris et au Bayern, on leur parle de l'équipe de volleyball. À la radio locale ou au journal national. Ils s'en foutent. C'est important, mais c'est le Bayern de Munich, c'est le PSG. Oui, mais l'amateur de volleyball est habitué d'être traité comme amateur de volleyball partout dans le monde. Oui, mais par rapport à l'échelle... L'Italien qui arrive à Montréal... L'Italien qui arrive. C'est qui cet Italien qui arrive? OK, moi, c'est en 80, là. Bon, l'Algérien qui vient d'arriver à Montréal... On est arrivé il y a 25 ans, Nilton. On est là depuis 20 ans. Après le référendum. T'es sérieux? Après le référendum, on est venu. Ils voulaient qu'on vote oui. On attend encore de voter oui. On attend. C'est un autre débat. On va pas là. On va pas là. Mais c'est ça. L'amateur de foot, il n'est pas habitué de se faire comparer par un autre sport pour se faire comprendre. C'est aussi l'exposure, pardon, l'anglicisme du sport et du média. Parce que à un moment, c'était quoi la visibilité qu'on avait de l'après-match? Pour moi, c'était
c'était quoi? C'était peut-être 110%. Ensuite, l'attaque à 5. Richard, je sais pas si tu étais dans les deux versions. Ouais. Je sais que tu étais à l'attaque à 5, c'est sûr, je me rappelle. Donc, il y avait ce genre d'après-match. Comment il s'appelle? L'antichambre est venu un petit peu après, bien après. Mais c'est quoi la façon dont on consomme l'après-match, que ce soit le soir même, le lendemain et la semaine qui suit jusqu'au prochain match, est très différente. Maintenant que les réseaux sociaux, c'est instantané, les joueurs, ils font leur stream live, les équipes font leur propre couverture médiatique qui est plus complète que les médias eux-mêmes parce qu'ils ont accès à leurs propres joueurs. Ils font même des exclus avec leurs propres joueurs, c'est un nouveau concept. Donc, je trouve que la visibilité est très différente, donc la réactivité est différente. Mais maintenant, tu as parlé, oui, mais je juste une parenthèse. oui, Tu as parlé de 110% c'est vraiment un cas intéressant parce que 110%, à un moment donné, ça marchait tellement que le producteur, Éric Lavallée, à l'époque, et je me souviens, il nous avait dit « OK, ça va tellement bien, les codes d'écoute, c'était fou, tout le monde écoutait ça, c'était complètement un phénomène. » Tellement qu'on a dit « Ben, on y va à l'été. On fait des émissions l'été. » Et là, évidemment, le premier réflexe, parce que la plupart des journalistes sur le panel, c'était des journalistes. OK, ouais. Premier réflexe, c'est ben là, on va parler de quoi au mois de juillet, tu sais. Mais vous savez quoi? On se forçait. Puis Éric Lavallée essayait toujours là, d'arriver avec des débats de soccer, de Formule 1, de football canadien. Et là, quand ça arrivait, ben, les codes d'écoute étaient charcutés du quart, de la moitié, du tiers. Écoute, c'était fou. Puis là, le lendemain, on faisait le 22 juillet une émission sur le 4e trio du Canadien. Puis là, on se commençait avec 300 000 de codes d'écoute. Donc, tu sais, puis j'ai longtemps eu cet argument-là avec plein d'amis, Jérémy Filosa, entre autres, qui m'a déjà dit « Comment ça se fait que vous ne parlez pas de… » Mais tu sais, c'est très difficile. Puis tu sais, mettez-vous à la place des décideurs pour qui c'est une question financière. Puis je lance pas la pierre à personne, je fais juste vous dire des chiffres. Tu sais, éventuellement, quand tu as le choix entre faire une émission qui va avoir 300 000 puis une émission qui va avoir 65 000, tu sais, t'as beau faire découvrir la Formule 1, n'importe quoi, là. Tu vas prendre le 300 000 plus souvent qu'autrement. Toujours. Malheureusement, c'est une réalité du marché. T'sais. Il faut que tu répondes au marché. C'est l'offre et la demande. Tu peux pas, même si un sujet sur, je sais pas moi, sport et société, j'allais dire raciste dans le sport, mais on va un truc plus light, le foot business ou le business, le prix des concessions dans les différents stades. C'est super intéressant, mais en juillet, on s'en fout. On veut parler du 4e trio. Et en France, ils veulent parler du transfert de Neymar. Et à Leicester City, ils veulent parler comment ils peuvent refaire le titre, le run du titre encore une fois. Donc ça, c'est normal. Et ce qui est intéressant, juste, on va parler de 110% parce que 110%, c'était le ESPN First Take du Québec. First Take, là, c'est en 2007, là, qui ont commencé. Puis avant, ça s'appelait Two Slices of Pizza. C'était avec Stephen A. Smith et quelqu'un d'autre. Ils ont changé la formule plusieurs fois. Alors que 110%, c'était en 2000. En 2000, ils ont commencé, je pense. Ça a duré 10 ans. Ça a dû commencer au début des années 2000, ouais. Imagine comment c'était ce concept. C'était First Take, le soir, en mode après-match quasiment. Imaginez comment c'était révolutionnaire et ce que maintenant, qui se fait aux États-Unis et en Europe de façon intense. Réseaux sociaux, live, pas live, etc. Donc 110%, c'est une vraie référence, un vrai modèle. Monsieur Lavallée était à l'avance de tout le monde. Ouais. C'est incroyable. Moi, je le consommais de façon religieuse. Et l'attaque à 5, je trouvais que c'était un très beau produit. Je ne sais pas si ça a mieux marché ou pas, aussi bien marché que 110%, mais même. Et je critique pas l'antichambre. L'antichambre, c'est une bonne émission, mais c'est un concept très différent. Ouais. C'est beaucoup moins freestyle, même si 110%, c'est très organisé, mais il y avait un côté improvisation, puis rentre dedans, qui était comme ça. Bon, comme dit la tête de Fred, oui, First Take, au début, c'était différent, mais First Take, c'était différent, mais le concept de débattre, et ce concept-là qui n'existait pas avant tant que ça dans un format aussi organisé. Et moi, je trouve ça hallucinant. Mais moi, j'estime pas les chiffres. Les chiffres vont toujours avoir raison. Tu fais un show de télé, tu fais un show de radio, c'est pour avoir des codes d'écoute pour amener des revenus. C'est sûr que si tu fais un show sur le foot, sur la Formule 1, puis que tu obtiens la même chose que le hockey, il y a un méga problème. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Moi, ce que je déplore, quand je vois ces shows de télé ou de radio ou même de l'écrit, l'amateur de foot, quand il va consommer le show de télé, dans sa tête, il a la même qualité de contenu que quand il écoute du hockey. Quand il écoute du hockey, ceux qui en parlent, là, ils lui donnent du stock. Si j'écoute les mêmes personnes, puis qu'après 2 phrases, je me rends compte que
il s'est fait donner le sujet 30 minutes avant le show, puis il est censé être du bord du oui, puis que l'autre est du bord du non, puis il ne sait pas trop quoi dire. C'est sûr que la prochaine fois que je sais que 110% va me parler de foot, je vais écouter d'autres choses. Et aujourd'hui, les alternatives existent. Il y a les podcasts. Maintenant, c'est beaucoup plus facile de consommer du média externe. Tu sais, je vais donner ton nom parce que je ne veux pas attaquer personne d'autre. Si je sais que Richard Labbé va me parler du match de l'Impact, je vais avoir des doutes. Je vais dire ah non, ça ne me tente pas. Tu sais, je vais avoir l'impression que j'en sais plus que lui. Et je pense que c'est le plus gros problème des médias au Québec, c'est la compétence généraliste de ceux qui en parlent à la télé. Ils sont incapables. Tu sais, je me souviens d'une fois au 110 l'antichambre, tout de suite après le match de l'Impact, c'était un match de la CONCACAF, tout de suite après le match de l'Impact, mais les 4 gars qui étaient là étaient incapables de parler de ça en l'antichambre. C'est 3 anciens joueurs de hockey, plus le généraliste, ils n'ont jamais consommé. Nous, notre frustration, tu sais, à la limite, les codes d'écoute, le spectateur, il s'en tape. Là, la cote d'écoute, c'est pas pour lui, c'est pas son problème à lui. Il sait que ça fait partie des débats. Mais lui, quand il voit que ces gars-là sont incapables d'en parler, puis il faut qu'il attende qu'Olivier Brett quitte le stade olympique et qu'il s'en vienne à toute vitesse au studio pour en parler, c'est ça qu'on trouve anormal. Comment ça se fait que les médias ne se sont pas équipés pour avoir des experts aussi utiles, aussi compétents que le hockey? Ben, tu sais, c'est une très large question. Je te dirais, tu sais, puis encore une fois, malheureusement, ça revient un petit peu aux besoins. Puis là, je vais parler juste, tu sais, je vais parler juste pour mon employeur, pour la presse. Est-ce que la presse pourrait avoir, tu sais, je sais pas, au hockey, on est compté, là, on est combien? Là? On est au moins 3, on a un chroniqueur qui vient aussi des fois, tu sais, grosso modo, on peut être là, jusqu'à 5 là, parfois là, pour un match du Canadien au Centre Bell. Est-ce que la presse pourrait se permettre financièrement, encore puis particulièrement aujourd'hui, d'embaucher, mettons, 5 spécialistes de soccer si malheureusement les taux de lecture sont pas aussi bons que ceux du hockey? Ça, c'est le fameux phénomène de l'œuf et la poule. C'est tout comme ça. C'est vrai. Regarde, puis dans un monde idéal, je te dirais, Nilton, tu sais quoi, tu as raison. Moi, j'aimerais ça que la presse ait 5 spécialistes de football américain, puis 5 spécialistes de soccer, puis 5 spécialistes de NBA, puis je suis 100 000% d'accord avec toi. Tous les blogs et les podcasts disparaissent à ce moment-là. On n'est plus utile. Si on recule à l'époque où il y avait énormément d'argent je parlais du début des années 80. Au début des années 80, la presse, je pense, avait un journaliste sportif sur chaque continent, un à la Coupe du monde de soccer, un au Grand Prix. Tu sais, il y avait tellement d'argent à ce moment-là que, tu sais, Nilton, t'es peut-être pas né à la bonne époque, tu aurais dû être né à ce moment-là. Je suis quand même né en 75. OK, bon. Il a l'argent avec sa coupe de cheveux, là, mais c'est un vieux gars. Tu avais 6 ans à Nilton en 81, mais je me souviens qu'au début des années 80, à la presse, il y avait énormément de journalistes partout qui couvraient tout parce que mais je me souviens aussi qu'à la fin des années 80, tu sais, là, avec mes yeux d'adulte, je le comprends un peu plus. J'étais tellement content que pendant l'été, on nous parlait de baseball. Puis là, moi, je vivais baseball à... Là, tu peux arrêter d'écouter l'Algérien. Là, tu comprends rien de ce que je suis en train de dire. Fait que là, j'étais content. J'avais le mois de juin, juillet, baseball. Je suis le baseball, la foule. Je connais Chris Nable. Je sais à chaque fois quand il va lancer. Là, arrive le mois d'août, fin d'août. Là, les Roger Brulotte sont décalés. Et là, tous les gars de hockey arrivent de leur vacances. Normal. Mais c'est normal, ça. Non, c'est pas normal. Je veux dire, tu donnes un produit à quelqu'un et là, le maudit camp d'entraînement de hockey arrive. C'est pas un surplus, c'est un remplacement. Et là, Et à l'inverse, moi qui aimais tant les Canadiens, à un moment donné, quand ils ont gagné la Coupe Stanley, j'étais comme, OK, c'est assez, j'ai vu ce que je devais avoir. Je voulais que les Canadiens se plantent, qu'ils n'aillent pas en série pour qu'on parle du camp d'entraînement. Mais Nilton, tu demandes que dans les années 90, que les autres sports hors le hockey, le Canadien, aient le même traitement que ESPN donnerait à la NBA et au baseball et à la NFL en même temps, ce qui couvre pas mal les 3 sports de façon égale, entre guillemets, plus la NFL, NBA, je pense, sont ex-aequo. Avec le baseball un peu après, puis bon, on fera un débat de la NHL avec Max Kellerman juste après, Richard. Mais donc, tu peux pas demander ce traitement que
que les États-Unis le font maintenant, récemment, relativement, parce que les droits télé ont été métamorphosés depuis les dernières 10 années, 15 ans facilement. Donc, je comprends ton point, Hilton. Mais la conséquence que les Américains ne faisaient même pas. Ouais, parce que la conséquence aujourd'hui. Vas-y, Richard. Non, mais je l'ai dit, chaque marché a ses particularités. Puis moi, regarde, je suis un gros fan de football américain. Puis quand je suis allé souvent à Dallas. Tu devrais voir la couverture médiatique des Cowboys versus la couverture médiatique de l'équipe de hockey. Il y a probablement, et puis là, j'exagère même pas, là, il y a probablement à peu près 4 ou 5 journalistes par station de radio, station de télé, journal, affectés directement au match de football le dimanche. Le hockey, il y a comme un gars. Il y a comme un gars de 23 ans qui vient de finir son stage d'université, puis hey, va couvrir la game de hockey, puis écris-nous 300 mots là-dessus parce qu'on s'en sac. Tu sais, ce sont les marchés qui dictent un petit peu. Et la culture du marché. Et la culture. Même si les Stars des années 90, c'était quasiment une dynastie, pas une dynastie, mais une équipe très, très forte. À un moment, c'est le marché qui décide. Hilton, je te comprends encore une fois, mais il faut juste le mettre dans le contexte de la réalité du marché, de la culture. La culture, c'est pas juste un mot, puis quelque part, c'est les gens qui ont cette culture-là, qui aiment. C'est tout. Toi, tu as une culture du baseball. S'il y avait 20 000 Hilton comme toi, les Expos auraient resté. Malheureusement, il n'y avait pas 20 000. Et les Expos sont partis, plus le. On te prend un cours d'histoire plus tard. Oui, le work stoppage. Oui, je sais. Mais s'il y avait 20 000 Hilton, je pense que le baseball serait peut-être revenu plus vite. En tout cas, je tergiverse. Mais honnêtement, il faut prendre ça en compte parce qu'il y a 15 ans, je n'avais pas la même opinion parce que j'étais plus jeune et plus con. Mais avec l'âge, l'expérience, il dit OK, il y a une question de perspective. Et maintenant, quand on fait des podcasts, on fait des blogs, on se dit, hey, j'ai pas assez de chiffres. Parce que c'est les chiffres qui drivent le contenu. C'est sûr. Si on se ramène un petit peu au soccer, et en particulier le moment présent, je dois vous dire, puis moi, je n'ai pas couvert, ça fait très longtemps là, que je ne sais même pas la dernière fois que j'ai couvert un match de soccer, ça va faire 15 ans, mais j'entends ce que mes collègues me disent, je vois un petit peu ce qui se passe dans la MLS. Puis tu sais, honnêtement, les gars, là, la MLS ne cède pas. Parce que c'est une ligue qui est mal dirigée, on va dire ça comme ça. Et médiatiquement, c'est une ligue qui rate un paquet d'occasions. Tu sais, on a parlé tantôt, Nilton, souviens-toi, là, moi, de mes yeux de gars qui regardent ça de loin, là, pour moi, je connais pas là, le soccer comme vous, mais Thierry Henry, je sais c'est qui. Quand il débarque à l'aéroport, c'est une occasion, là. Écoutez, là, il y a des caméras, les journalistes qui sont là. Ça a été le premier gros clivage entre le partisan et le journaliste. Ouais. Nous, on le regardait avec nos yeux de connaisseurs européens, foot. Nous, on voit ça, puis on voit rien d'anormal. Vous, avec vos yeux nord-américains, de votre métier, encore plus, vous regardez ça, puis vous voyez la méga aberration. Ouais. Et là, c'est le clash parfait où toutes nos confrontations, nos frustrations viennent là, face à face, parce que vous autres, vous êtes trop habitués à un truc et vous êtes incapables d'accepter une alternative. Par exemple, l'accès au vestiaire. L'accès au vestiaire, là, personne ne comprend en Amérique du Nord comment ça se fait que je ne peux pas rentrer et faire une entrevue avec Nesta et Drogba à moitié nu. Et Nesta, c'est la première chose qu'il a dit. Il a dit, voyons, qu'est-ce qu'ils font ici? On est habillé quand même. Là. Ouais, c'était pour le show, ça. Mais tu sais, et là, aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que, peut-être que la Ligue nationale de hockey, à cause de la pandémie, ben, ils vont profiter pour utiliser la méthode européenne où les joueurs, ils ont vraiment. Si on pense qu'on n'a pas accès aux joueurs de hockey maintenant, ça va être vraiment des accès minimum. Et Drogba disait lui-même, qu'est-ce que tu veux que je dise après chaque entraînement, à part j'ai bien couru, j'ai tourné en rond ici. Ouais. Tu vois, moi, ça, je suis pas d'accord avec ça parce que c'est le travail, justement, du journaliste de s'organiser pour qu'on sache plus que j'étais en forme, j'ai bien couru. Mais est-ce qu'on peut revenir à l'histoire de l'aéroport? Parce que l'histoire de l'aéroport avec Thierry Henry, il y a deux choses. Thierry Henry, il n'a pas besoin de parler à personne. Parce que lui, non, mais c'est vrai, par rapport à sa personnalité. Mais tu vois, Richard, ça, c'est vraiment la première réaction, parce que quand tu as écrit ton tweet, puis c'est là qu'on a eu notre première chicane, parce que je voulais vraiment comprendre ton point de vue, qui est tellement l'inverse du mien. Puis quand je vous vois chialer là-dessus, je fais OK, elle a la base de l'incompréhension.
Oui, il n'était pas controversé son tweet, Nilton. Richard, ce qu'il disait, c'est. Pour toi et moi, non, mais Richard a mangé un beau char là-dessus. Oui, mais Richard, avec ses 30 000 followers ou 20 000, il se porte très bien, il est influent, il n'y a aucun problème. Il va continuer de bien vivre sa vie avec la presse. Il n'y a aucun stress avec ça. Mais pour dire, par rapport à ce qui est arrivé avec Thierry Henry, déjà, ce n'est pas un joueur, c'est un coach. Donc, déjà, Thierry Henry, comme joueur, il est très spécial au niveau de sa visibilité médiatique. Il est généreux, mais il choisit nécessairement. Drogba, c'est un événement majeur. Mais tu as vu ce qui est arrivé à Drogba? Il avait une organisation. Attends une minute, là. À Drogba, là, quand il est arrivé à l'aéroport, ça a été une folie. Oui. Richard, j'ai jamais vu ça à Montréal. Un joueur qui arrive à l'aéroport, j'ai jamais vu ça comme ça, une folie comme ça. Oui, mais c'était Drogba le joueur. Mais le partisan a compris l'envergure, l'aspect historique que le média n'a pas compris. Il a tellement pas compris qu'il n'y avait aucune caméra live. Je me souviens qu'à un moment donné, c'était un peu long pour RDI, parce que RDS et TVA n'étaient pas là, je pense, et qu'ils sont passés à la pause, puis on a manqué tout le phénomène. Fait que là, moi, je regardais ça, puis je dis, wow! Le partisan de l'Impact, même pas, là, c'était le partisan de foot, parce que plus que la moitié du monde n'allait pas voir l'Impact, venait de comprendre quelque chose que le média n'a pas compris. Et là, quelques années plus tard, mais c'est l'inverse. Là, tout d'un coup, le média québécois dit « Oh shit, c'est un autre Drogba. Il faut que j'aille là avec ma caméra pour… » Je comprends la mécanique, reproduire un autre post, reproduire un autre article, avoir une image pour le topo télé. C'est Henry l'entraîneur, encore une fois. Tu penses que l'Impact n'a pas dit à Henry, on va faire un événement, il a dit non. Ça s'est arrêté là. Probablement. Et puis, on va gérer l'événement durant la conférence de presse, on va la mousser. Et c'est comme ça que l'Impact a décidé de le faire, qu'il le veuille ou pas. C'est Henry qui a décidé quasiment, je pense. Mais tu vois, le problème avec ça, c'est que par le passé, souvent, il y a eu des dirigeants de l'Impact, des dirigeants de la MLS qui se sont plaints à mots couverts, manque de couverture, manque de respect, ça n'a pas de bon sens, il n'y a personne qui s'intéresse à nous. Et ça, je donne l'exemple d'Henry parce que c'est le premier qui me vient en tête, là, mais il y en a eu quelques autres aussi. Et quand c'est le temps de débarquer là, puis OK, on veut parler de vous. Pouvez-vous débarrer la porte, s'il vous plaît? Ça ne sera pas possible. Tu peux pas jouer sur les deux. Tu peux pas faire le double discours, tu comprends? Tu peux pas dire d'une part, il n'y a personne qui s'intéresse à nous, puis c'est un manque de respect. Puis d'autre part, quand il y a des gens qui débarquent, tu n'ouvres pas ta porte. Tu peux pas faire. Si tu veux laisser ta porte fermée, viens pas te plaindre d'un problème de couverture, puis d'un manque d'intérêt, puis d'un manque de respect. Tu peux pas faire les deux. Puis tu parles de Nilton, tu parlais dans Europe, on fait pas ça. Moi, j'ai la chance, là, ça fait 20 ans que je fais ce métier-là, puis j'ai eu la très grande chance de rencontrer des grands athlètes, puis écoute, les plus grands athlètes de tous les sports nord-américains. Michael Jordan, écoutez, vous l'avez vu dans The Last Dance, là, à chaque ville, il débarque et il s'arrête. Il y a sa meute journalistique, il y a 75 000 caméras à chaque ville. Michael Jordan parle. Est-ce que Thierry Henry Oui, mais à Barcelone, par exemple, je le sais, là, Lionel Messi, par exemple, quand il perd un match, dans la zone média, il s'en va vers les journalistes argentins parce qu'il va être fin avec lui. Et quand il a marqué 2 buts, il s'en va vers les journalistes parce que lui, il décide où il veut aller. Il y a des joueurs de hockey qui font ça aussi. Comment tu as dit ça? Il y a des joueurs de hockey qui font ça. Oui, et c'est normal. Mais pour dire, je sais pas, Richard, je sais pas si tu t'en rappelles, peut-être, c'est peut-être trop précis comme question, mais est-ce que la presse a eu accès à Drogba et Henry en mode exclusif comme les autres médias ou pas? Drogba, je me souviens pas. Je sais que Drogba, ils ont donné accès aux détenteurs de droits. Ils ont eu des séries d'entrevues, ça c'est normal. Les deux radios. Mais Drogba, il avait son propre attaché de presse. Là. Quand les premières entrevues, une après l'autre, je me souviens, là, je veux dire, l'Impact de Montréal avait les bras croisés, puis ils regardaient eux-mêmes le spectacle Didier Drogba. C'est normal, mais par rapport. Je sais qu'il y a plusieurs de mes collègues qui m'ont déjà dit au fil des années, la MLS, c'est compliqué. C'est difficile, c'est pas un accès qui est facile, alors que ça devrait l'être. Moi, une chose que j'ai adoré de mon passage, j'ai couvert 5 ans la Ligue canadienne de football. Écoutez, je pouvais appeler le commissaire de la Ligue chez lui, il me rappelait 3 minutes après. Je pouvais appeler le DG des Alouettes, il me rappelait 2 minutes. Il y avait un accès qui était privilégié. Pourquoi? Parce que cette Ligue-là avait bien compris qu'elle avait besoin
de toute l'aide médiatique possible. La MLS, c'est pas ça. Tu sais, juste dernièrement, la MLS a dit que si jamais il y avait un autre scoop qui sortait pendant les négociations du tournoi, il allait avoir une amende de $1 million s'il trouvait la source. Tu sais, je veux dire, on est ailleurs, là. On est ailleurs. Exemple parfait. Ça, c'est tellement malhabile. Oui, c'est intense. C'est un peu agressif. C'est trop. C'est exactement comme ça? Comment ils ont dit que si on attrape un employé ou un joueur. C'est parce que ça faisait une des informations précises sur le tournoi. On le savait avant que les joueurs le savent quasiment. Sur des athlétiques, là, avec Sam Segal puis Tenorio. Et l'autre, là, Pablo Morer. Donc, ils savaient avant les joueurs. Donc, c'était du copier-coller d'un email. C'est incroyable. C'était parfait. C'était parfait le truc. Mais pour revenir, je vais éviter l'amalgame par rapport à mon expérience quand je demandais des demandes d'entrevue à l'Impact. C'est qu'il y a eu des moments où j'avais des joueurs et des moments où j'avais pas de joueurs. Puis c'était comme moi, j'allais pas aux entraînements. J'ai un travail le jour là, mais quand je voulais faire ça le soir, le week-end, faire des remotes ou même essayer d'aller après le match, ça dépendait un peu de l'humeur du joueur ou peut-être de l'équipe de camp qui peut-être avait d'autres chats à fouetter. C'est normal. Là. Moi, un petit blogueur, vlogueur, podcasteur, c'est correct, je le comprends. Mais après 10 ans, j'ai des accès. Quand je fais des demandes, j'ai démontré un certain sérieux. On me donne quelques accès. Mais la MLS, avec d'autres clubs à MLS, je peux demander des joueurs plus facilement que l'Impact, ça c'est sûr. L'Impact sont très très difficiles. Donc, je suis pas d'accord qu'on dise que la MLS est difficile. L'Impact est difficile et un peu aléatoire dépendant des personnes à qui on parle, etc. Mais Henry, il a fait la tournée médiatique après, là, il a fait la joie 2 fois. Donc, il a fait la tournée médiatique des grands médias traditionnels, ce qui est normal. Mais ça dépend avec qui tu parles, ça dépend du contexte. Mais à des moments, je demandais des joueurs lambda dans les années mou du club. Puis j'attends encore de leur parler. Depuis 5 ans, j'attends encore qu'on me réponde. Mais ça arrive. Mais l'Impact a une tendance à être un peu difficile. Et les anecdotes que tu entends, Richard, elles sont entendues ailleurs. Elles sont même difficiles avec des détenteurs de droits. Ceux qui payent le club, je ne sais pas s'ils payent beaucoup, mais ceux qui payent le club pour les couvrir, ils ont quand même des difficultés par rapport. Ils ne demandent pas Henry ou Drogba, ils demandaient d'autres joueurs qui n'étaient pas aussi fringants. Donc voilà. À chaque fois que dans les coulisses qu'ils écrivent quelque chose, c'est toujours dangereux. Pourquoi tu les partages? Max. Voilà. Il y a 3 points. Il va peut-être compléter la phrase plus tard. Juste Nilton, pour que les gens, c'est les gens là qui ne savent pas ce qui se passe là. Richard Labbé est un journaliste à la presse. Non, il faut plus nous présenter. Tout le monde sait que Richard. Il y a des Européens qui nous écoutent. C'est un auteur aussi. Donc, merci Richard d'être avec nous. Pour les gens comprennent c'est qui Richard Labbé, être Richard Labbé. J'ai une question concernant les partisans de foot. Là. On est intense. Là. On s'entend que quand on se met sur un cas, ça peut durer quelques jours. Un tweet mal compris, c'est plus que 24 heures. Est-ce qu'on se nuit? Est-ce qu'on nuit à la cause, notre intensité médias sociaux, mettons? Écoute, c'est... pas de langue de bois, tu as le droit de dire oui. Premièrement, je ne peux pas dire que j'accorde énormément... non, mais c'est vrai, parce que tu peux pas non plus, tu peux pas accorder, tu peux pas passer une journée à répondre aux gens qui sont pas d'accord avec toi, ça t'en finira jamais. Mais il y a certainement, c'est drôle que tu demandes ça, Nilton, parce qu'à un moment donné, j'étais au bureau avec des collègues, puis on se parlait de paquet de choses, de ça en particulier, puis c'est mon collègue, mon ami Pascal Milano, que j'espère que vous lisez avec assiduité, qui me disait, des fois, les fans de foot peuvent être un petit peu intenses. Alors, je ne sais pas si c'est purement montréalais ou c'est mondial, mais c'est mondial. Ouais, c'est mondial, OK. C'est mondial. Si tu vois les fans de la Premier League, suis un thread d'un match de Premier League, tu vas voir, c'est assez intense. OK, ça me rassure. Prends-le pas personnel et de toute façon, tu le prenais déjà pas. mais je pense que c'est comme ça. Puis, tu sais, c'est drôle parce qu'à un moment donné, j'étais à Rome à un moment donné, puis mon premier garçon était tout petit. Il devait avoir 1 an. Puis, on était, tantôt, je vous ai parlé de Barcelone, on revenait de Barcelone, puis là, je suis dans le taxi, puis je dis au gars, hey, c'est quoi le nom du club? l'AS Roma, si je ne me trompe pas? L'AS Rome, oui. AS Rome est à Lazio. Okay. Le plus grand, c'est Rome. Ouais. Non, mais c'est celui-là. Alors, il jouait en après-midi, puis je dis au gars, hey, j'ai mon fils ici, est-ce qu'on peut aller au match, tu penses? Puis le gars m'a regardé comme si j'étais un extraterrestre. Il dit, vraiment aller au match avec un enfant.
T'es fou, t'es fou! Oui, il y a certains pays où c'est moins approprié, mettons. Je veux pas offenser vos partisans italiens qui m'écoutent. J'ai fait un accent terrible, mais bref, j'ai fini par comprendre que c'était pas une bonne idée d'aller à un match de soccer, en tout cas avec ce club-là à Rome, avec des enfants. Puis quand on parlait d'intensité, ce bout-là, des fois, on le remarque. Ah oui, oui. Il y a des villes de football américain que je n'irais pas que mes enfants non plus remarquent. À chaque fois qu'on entend un journaliste québécois dire que c'est pas facile de jouer à Montréal pour les Canadiens, nous, les partisans de foot, on rit tellement que on n'entend plus le restant de la phrase. Non, il n'y a rien là. Comme a déjà dit Stéphane Richer, c'est juste du hockey. Ouais, mais au fond, c'est intéressant l'anecdote avec Pascal, mais est-ce que tu as vraiment... On sait que Twitter, c'est un pourcentage minime de ce que pourrait représenter un groupe de gens démographiques, socio-démographiques, etc. Donc, même moi, quand on me dit des bonnes choses, des mauvaises choses, je les prends avec un grain de sel. Parce que je dis, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que je peux baser ma stratégie marketing de contenu sur ces 50 personnes qui interagissent avec moi pour qu'ils disent qu'ils m'adorent et les autres qui me détestent? Je sais pas. Je pense pas que la presse fait ça, sinon, la conversation était différente. Mais est-ce qu'il y a une influence par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des réactions où vous dites, nous, on a un plan, que ce soit avec le hockey ou le foot, là, mais est-ce que vous dites, ce qui se passe dans les réseaux sociaux puis les interactions, on les prend un peu en considération ou on les ignore totalement puis on dit ce qui arrivera, arrivera? Non, tu peux pas non plus ignorer parce que il y a des choses que les gens ont besoin de communiquer, puis ça, je peux pas ignorer ça non plus. Tu peux pas dire, moi, je regarde jamais, tu peux pas dire ça non plus. Mais c'est sûr que je pense que la clé, tu l'as dit tantôt, c'est, bon, écoutez, je vais arrêter le répondeur 2 secondes. Mais tu as dit, Sofiane, tu parlais de grain de sel, puis je pense que c'est ça la clé. Tu sais, faut partager un petit peu. Faut pas faire la sourde oreille, définitivement pas. Mais faut prendre ça vraiment avec un peu de recul aussi. Parce que souvent aussi, les gens, je pense, écrivent beaucoup à chaud. C'est des réactions. Tu sais, le truc qui est arrivé avec, je pense, Thierry Henry, c'est un peu ça. Et je pense que là-dedans, il y avait beaucoup de gens qui m'écrivaient, qui me disaient, je pense des partisans un peu, comment je dirais, peut-être frustrés du manque d'attention qu'on pourrait... Oui, le sujet n'était plus du tout de Thierry Henry, c'était le traitement du sport, du foot au Québec. On était rendu beaucoup plus large. Un prétexte pour dire, OK, il faut ce sujet-là, il faut qu'on en parle parce que j'en ai marre, puis je paye mon abonnement au câble, puis j'ai besoin de plus de foot dans ma vie. Et c'est normal. Oui, c'est ça. Mais je pense que, puis l'autre affaire aussi, on parle beaucoup de l'impact, puis on parle de Montréal. Mais moi, ce que je trouve, c'est que le soccer, de manière générale, et je ne sais pas si c'est la faute à qui, mais j'ai l'impression qu'on a un peu oublié le reste du Québec. Les Alouettes avaient fait un travail phénoménal avec ça, de devenir une équipe qui n'était pas seulement montréalaise, mais dans les bonnes années des Alouettes, là, dans le temps d'Anthony Calvillo et ces gars-là, le stade n'était pas seulement montréalais, c'était un stade c'était des gens qui venaient de partout au Québec. Puis je pense que, et puis vous le savez peut-être plus que moi, mais j'ai l'impression que l'impact, la MLS, c'est foncièrement montréalais. Je pense pas que ça sorte beaucoup des ponts et du tunnel. Je pense que on voit des fans sur Twitter qui viennent de loin, même notre sponsor La Forge du Malte, ils adorent l'impact, puis ils s'assient sur le soccer, puis ils sont à Trois-Rivières. Il y en a, mais est-ce qu'ils ont le volume que les Alouettes ont pu avoir à un moment donné pour ramener du revenu? Parce que c'est une question de revenu aussi. Tu veux fidéliser les gens pour acheter des billets de saison, acheter des pop-corn, acheter whatever, mais tu as besoin de monétiser un peu cette relation à un moment donné. C'est pas juste des fans, c'est aussi des consommateurs, il faut se dire la vérité. Mais oui, je pense que ça prend du temps. C'est quand même... L'impact était peut-être inconnu avant la MLS, relativement inconnu là, parce que la MLS l'a remis sur la carte un peu, puis je pense que c'est Drogba qui a surtout remis l'impact sur la carte là, et je pense que c'est encore jeune. On sait que 8 ans, c'est quoi, 8 ans déjà? Ouais, 8 ans, ça fait 8 ans à la MLS. 8 ans, c'est beaucoup dans une vie, mais c'est peut-être pas beaucoup dans la vie d'un club. Mais ce qu'il faut espérer dans le cas de la MLS,
c'est une vision à long terme. Puis moi, ce qui me fait peur des fois un petit peu, c'est que je vois beaucoup d'expansion. On y va rapidement, on se dépêche un petit peu pour aller chercher des nouveaux revenus. Puis ça, c'est un peu ce qui avait tué la NASL. On parlait du Manic tout à l'heure. La NASL, souvenez-vous, tu avais Pelé qui jouait avec le Cosmos de New York. Écoute, on n'avait jamais vu ça. Il était en fin de carrière, mais bon, il y avait des gros noms. Et là, soudainement, on est devenu peut-être un peu trop gros, trop rapidement, puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Ça explique pourquoi il y a beaucoup de contrôle. Tu sais, Garber, c'est ça qu'il fait, les contrôles, les salaires, les contrôles. Il veut tellement tout contrôler parce que c'est le fameux spectre du NASL qui a disparu en moins de 5 ans. Ils ont réussi à passer ce danger-là parce qu'il y a ce contrôle-là. Mais c'est le fun que tu me parles de NASL et MLS. Est-ce que la MLS est assez importante, majeure, pour que ça devienne la plateforme pour développer ce sport-là en Amérique du Nord? Tu sais, parce que on va tout le temps vouloir comparer à la Premier League. Puis c'est sûr que quand on regarde un match de Premier League, puis après on se tape l'Impact de Montréal contre l'Union de Philadelphie, des fois, on dirait que c'est pas le même sport. Mais est-ce que la MLS, selon toi, c'est assez majeur? Et est-ce que c'est vraiment important que ça soit une ligue majeure pour qu'on en parle de façon régulière? Ben, tu sais, ça peut être. Je pense pas que ça pourra jamais devenir la Premiership. Ça pourra jamais devenir le circuit d'Espagne. Ça pourra jamais devenir rien de ça. Parce que les joueurs, les gros noms, ceux que même moi je connais, les Messi, ces gars-là, ils sont là-bas. Pourquoi? Parce que financièrement, ça fait du sens qu'ils soient là-bas, puis ça, c'est correct. Il faut que la MLS comprenne ça. Maintenant, est-ce que la MLS est capable de prendre une belle place en Amérique du Nord? La réponse est oui. Mais elle doit le faire de manière intelligente. C'est pour ça que procéder à des expansions constamment, je ne sais pas. Sur cette stratégie-là, j'ai un peu mes doutes. N'oubliez pas, la NASL, la grande différence, c'était la taille des marchés. Les clubs jouaient souvent dans les stades de la NFL. Puis il y avait, si je ne me trompe pas, ABC, qui était un diffuseur national qui montrait les matchs, comme on dit en bon français, là, from coast to coast. Là. Fait que nous autres, on ouvrait ça le dimanche après-midi, puis on avait le Manic contre le Sting de Chicago à ABC. C'était incroyable. C'était énorme. Alors, est-ce que la MLS pourrait même s'approcher? Je ne suis pas sûr de ce niveau-là parce qu'il y avait tellement d'argent. Malheureusement, ça n'a pas duré. Mais écoute, mais il faut le souhaiter parce que, écoutez, on peut pas. Je parlais tantôt de l'importance de la bonne santé du Montréal sportif. On parlait du début des années 80, les expos, on ne veut pas qu'il y ait moins d'équipes. Et si tu aimes le sport, si tu travailles dans le sport, tu souhaites qu'il y ait le plus d'équipes possible. Moi, je veux une équipe de la NBA, je veux une équipe du baseball majeur, je veux une équipe de la NFL si c'est possible. Je ne sais pas de mon vivant si je vais voir ça. Mais il faut se souhaiter ça parce que j'aimerais que Montréal reprenne son importance sur l'échiquier sportif nord-américain. Mais est-ce que... Ouais, c'est un bon point, ça c'est un gros projet ça, mais juste il faut plusieurs jouer ça plutôt. Je vais revenir sur ça, Richard, dans 2 secondes. Juste, j'ai le commentaire de Stéphane Mérizi qui dit expansion style NHL des années 90 par rapport à la MLS. Oui, même aussi style NBA aussi, mais ils n'ont pas les contrats télé. La MLS n'a pas le contrat télé, la NBA justement, il faut comprendre l'objectif, l'objectif, c'est le contrat de télé. Garber, son plan, là, il aime le foot, là, oui, mais c'est pas. Et lui, son plan, c'est d'avoir une présence MLS dans les marchés les plus importants. Pas grave s'il n'y a pas encore de foot et de fanbase assez important. Il faut il faut des marchés dans la côte ouest, il faut les gros marchés en plein centre. C'est pour ça qu'il y a ces équipes-là qui sont multipliées. Puis encore là, on voit avec nos yeux nord-américains, puis on dit « Wow, 30 équipes, ça commence à faire beaucoup. » Mais des joueurs de foot, il y en a de façon éternelle. Là. Tu pourrais avoir 50 équipes en Amérique du Nord si on est assez populaire pour ces marchés-là, il va avoir de l'argent pour faire 50 équipes. C'est pas un problème. C'est pas comme, OK, on va rajouter une autre équipe NHL, puis on va dire, oh boy, ça va être quoi les joueurs qui vont être là? NFL, ça risque d'être compliqué un peu.
Au foot, tu es capable de prendre les meilleurs éléments qui ne sont pas assez payés puis qui vivent dangereusement dans certains pays. Puis le gars qui n'aime pas Rome parce que c'est un contexte familial compliqué, ben, quand il va être rendu à 28, 29 ans, ben, si on lui propose Orlando, il va dire ben, à Orlando, ça va être le fun puis je vais faire autant d'argent. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que la structure, j'ai découvert peut-être il y a 1 an, parce que j'ai commencé à regarder plus le soccer business à ce moment-là, peut-être 1-2 ans, c'est que les propriétaires des clubs ne sont pas des propriétaires, ce sont des investisseurs opérateurs. Et je l'ai appris ça récemment. C'est-à-dire, genre, Joey Saputo, il est investisseur opérateur dans la Ligue MLS, puis il a quasiment une licence pour investir avec le club Impact de Montréal. Donc, c'est encore le côté centralisé de la Ligue fait qu'ils veulent tout faire de telle façon que tout le monde investit en même temps dans une entité comme dans un fonds mutuel qui s'appelle la MLS. Chacun est ensuite investi dans le fonds mutuel. Puis ce investissement-là te donne accès à opérer une franchise dans un circuit fermé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en Europe, les grands clubs, les méga clubs, Liverpool, PSG, Man City, Bayern de Munich, Barcelone, les grands clubs historiquement et ceux qui ont beaucoup d'argent, ils veulent une ligue fermée. Parce que ça fait un bout qu'ils me parlent d'avoir une ligue européenne fermée, dans le sens la Ligue des Champions va mourir dans sa version récente, version courante, puis sera remplacée par une méga ligue européenne qui jouerait toute la saison. Et l'Europe est très envieuse. Les propriétaires en Europe qui ont beaucoup d'argent sont très envieux du modèle circuit fermé NBA, NFL et MLS encore plus. Donc, c'est intéressant de voir que de l'autre côté de l'Atlantique, ils sont intéressés par ce modèle de circuit fermé. Comme ça, il n'y a pas de relégation. Ils restent entre eux. Ils se font de l'argent. Peut-être les plus pauvres descendent. Puis, ils montent l'ami riche turc qui arrive. Lui, bon, il a beaucoup d'argent. On va l'insérer dans notre ligue d'amis. C'est assez intéressant. Et en plus, c'est que la MLS, ce qui est intéressant, c'est que c'est une ligue qui va devenir, qu'il est déjà en partie, un intermédiaire vers l'Europe. Et ils investissent dans des joueurs sud-américains jeunes, ils payent beaucoup d'argent, c'est-à-dire les clubs le font, donc la Ligue leur donne les outils financiers pour pouvoir passer à travers le cap salarial pour le faire. Donc, l'exemple d'Almiron à Atlanta. Atlanta, ils ont acheté des joueurs à gogo. Almiron est maintenant à Newcastle, il s'amuse, il va très bien. Donc, la MLS est déjà devenue, il va compter à devenir une ligue de transition. À un moment, certains joueurs vont rester, et à un moment, il y aura des joueurs de 26 ans qui sont très bons, peut-être qu'on ne connaît pas aussi bien que Messi et Ronaldo, qui vont venir en MLS, qui a une certaine situation financière stable, une qualité de vie intéressante. Ce n'est pas l'Argentine où on te stresse, ou l'Espagne où on te pose 15 000 questions, ou même à Göteborg où peut-être il fait trop froid, tu dis, man, je vais jouer à Miami et je vais être bien. Donc, la MLS peut avoir une image marketing intéressante qui est utilisée au fur et à mesure. Mais son positionnement de force dans les marchés de transfert va faire son succès, je pense, en attendant un deal télé énorme. Parce que si tu peux acheter un joueur à 10 millions, jeune, 22 ans, international, vénézuélien, et le vendre à 15 millions, 20 millions, le club empoche 75%, la Ligue prend 25%, tout le monde est content. Et tous ces investisseurs opérateurs... Mais ils trouvent un autre mot capable de le dire, celle-là. Je ne suis pas capable. Investisseurs opérateurs. Tous ces opérateurs investisseurs de la Ligue, les propriétaires comme Joey Saputo, pourraient profiter de ce système. C'est pourquoi Joey a acheté un club en Bologne. C'est pas un hasard. Il veut étendre son empire soccer pour pouvoir acheter le Canadien. À la toute fin, acheter Canadien. C'est ça. Donc, moi, je trouve ça intéressant. La MLS fait un cercle assez intéressant. Vas-y, Richard, excuse-moi. Il faut aussi faire attention et puis j'imagine que le commissaire doit veiller, mais ce qui a un peu aussi relativement causé la perte à l'époque de la NASL, c'était les millions et les millions de dollars qui étaient lancés à des vedettes qui étaient en fin de carrière. Oui. J'ai parlé de Pelé tout à l'heure. On a vu ça un peu ici. Il y a eu Beckham qui est venu, je me souviens, avec Los Angeles. Ça serait l'erreur à ne pas faire, là, par exemple, là, si on veut faire débarquer un paquet de gros noms en fin de carrière. Oui, en vacances, exact. Ouais, il y a une différence à être en fin de carrière et capable encore de donner de la qualité avec l'aspect marketing, mais s'il vient ici en colonie de vacances, kicker 2-3 ballons puis faire des babayes, ce qui était rendu le cas à l'époque avec les Pelé et tout ça, là, c'était devenu un peu ridicule. Ça fait presque 1 heure, fait que on continue là. Toi et moi, oui, mais Richard a probablement d'autres choses à faire. 2 petites dernières questions rapides. Vu de l'extérieur, ton œil sportif qui n'est pas à 100% foot, qu'est-ce que le foot ou l'Impact ou la MLS devrait se concentrer à modifier, que ce soit au niveau règlement, pour vraiment
nous, on est trop habitués. Dès qu'il y a un changement de règlement, c'est la catastrophe. Là. C'est la fin du... On a osé mettre une caméra pour déterminer s'il y a un hors-jeu, pendant que tous les autres sports de la planète l'ont. Nous, c'est un sacrilège. C'est le diable là, qui est descendu sur le terrain. Là. On ne pouvait pas faire ça. C'est impossible. Il y a eu des débats, en parlant de débats vicieux et méchants. C'est pire que 110%. Honnêtement, sur Twitter, c'était intense. Ah oui. De façon mondiale. Alors quand la MLS, et en plus, la MLS l'a fait en premier. C'est une première ligue à le faire de façon wide. Parce que pourtant, c'était intense. Pourtant, les caméras font malheureusement, j'allais dire malheureusement, mais en tout cas, font partie du décor dans toutes les grandes ligues. Oui, mais il y en a qui aiment la tricherie dans ce sport-là. Il y en a qui vénèrent un gars qui marque avec sa main depuis des années. Donc, si tu avais un truc, toi, quand tu regardes l'Impact ou le soccer en général, tu dis, OK, ça, il faudrait qu'il change ça absolument. Ça serait quoi? Tu veux dire dans toutes les... Le foot mondial. Bon, toi, tu dis soccer dans ta tête, tu dis, OK, ça, il faut l'enlever. Et comment? Tu m'ouvres la porte grande ouverte. Une des choses que j'ai adoré au hockey, mais tu vois, des fois, c'est dur de l'appliquer. Mais on commençait à pénaliser les gens qui font des plongeons et qui font de la comédie. Et puis, des fois, je regarde des matchs, là, puis je fais juste tourner le poste, là, puis il y a un gars qui est par terre, puis on va chercher la civière, puis on met le spray, puis là, ça prend 5 minutes avant que ça finisse. Faut que tu pénalises ça à un moment donné. Là, puis je sais que c'est compliqué parce que même au hockey, on a beaucoup de misère. Tu sais, des fois, il fait-tu assemblant, tu fais un plongeon, c'est pas facile. Au hockey, il y a l'aberration où il y a la punition pour un geste et pour la simulation en même temps. Ça, c'est drôle. Ça, c'est un peu étrange. mais honnêtement, il n'y a rien qui tue ce sport-là que cette pause-là, que le temps que ça prend pour sortir le gars qui est mort. Là, 5 minutes après, tu vois le gars qui est en train de faire des jumping jacks sur le bord du terrain. Mais ce qui est intéressant, c'est que récemment, je pense que c'est à 5 ans, ils donnent des cartons jaunes à des simulations claires. Ils le donnent maintenant. Ils le voient avec le VAR, je pense qu'ils sont capables de le faire maintenant. Mais c'est vrai que... Mais ça, c'est culturel, Richard. C'est un peu difficile, mais c'est culturel. Il faut que tu dises dès le jeune âge, il ne faut pas plonger, il faut pas... Mais ça s'apprend dès le jeune âge. On l'apprend très tôt, genre... Oui, par exemple, en Angleterre, un joueur qui simule, il va se faire avertir par ses propres coéquipiers. C'est quelqu'un qui en fait un peu trop. Ronaldo, quand il est arrivé à Man U, puis que dans les entraînements, il faisait des passements de jambes, le vétéran, il venait de le voir puis il dit « Tu me fais pas ça en entraînement. » Fait qu'il sait déjà que ça se fait pas, mais tu t'en vas dans un autre pays. Non. Inversement, s'il y a un truc au soccer que tu aimerais qu'on reproduise, que ce soit au hockey à Montréal ou au NFL, quand tu vois ça, tu dis « Shit, pourquoi on le fait pas dans ce sport-là? Ça serait faisable. » On l'a déjà fait. Moi, j'adore. Ce que j'ai toujours aimé au soccer, puis ça remonte au mondial de 94, c'est les tirs de barrage. J'ai toujours adoré ça. Puis au hockey, on a toujours été très, très réfractaires aux tirs de barrage. La seule raison que ça existe maintenant, c'est parce qu'il y a eu un lockout en 2005, puis il fallait trouver des façons de ramener les gens, de raviver de l'intérêt. Et Bob Gainey, à l'époque, le DG du Canadien, qui était dans le comité de la Ligue nationale de hockey, qui m'avait dit écoute, ça a tout pris, puis il a fallu qu'on donne un point de perdant, sinon on n'aurait jamais eu les tirs de barrage. Moi, j'ai toujours adoré les tirs de barrage. Et à ce jour, je trouve que on devrait... puis là, je sais qu'il y a des gens qui sont... J'ai hâte que tu t'en ailles là, je le sens. Là. Non, mais j'allais dire, j'ai hâte que... En fait, j'ai toujours prétendu qu'on devrait, par exemple, en finale de la Coupe Stanley, dans les séries éliminatoires, tu sais, ça serait magnifique. Ça serait magnifique. Quand il est rendu 1h du matin, puis ça fait 3 prolongations, puis là, les gars ont de la misère à avancer, puis tu sais que le but gagnant, ça va être une rondelle qui a dévié 25 fois. Ouais. Pour moi, c'est pas le fun. Alors que, je pense, un des buts les plus célèbres en Europe de hockey, c'est Peter Forsberg aux Olympiques, quand il a donné la médaille d'or à la Suède. Écoute, ça a été un but sur un tir de barrage. Alors, pour moi, c'est un des éléments du soccer que j'ai toujours aimé. C'est qui était le joueur italien qui avait frappé la crossbar en 94? C'est Baggio? Ah, c'est ça. Dino Baggio. Ouais. Je me souviens de ce moment-là, puis tu sais, ça avait été tellement dramatique, puis malheureusement pour les Italiens, ça n'avait pas été le résultat souhaité, mais c'est le genre de choses-là que j'aimais, puis là, on l'a finalement incorporé, avec un peu de retard, là, mais on l'a finalement incorporé au hockey. Excuse-moi les gars, je vais me faire insulter, donc je vais me corriger, c'est Luigi Di Biagio. Di Biagio qui avait raté. C'est le gars avec la coupe Longueuil.
Non, attendez. OK. Roberto Baggio a raté penalty totalement en finale. Oh, oui, Pas le poteau. Le poteau, c'est en 98 contre la France, quart de finale, 8e. Luigi Di Biagio. Voilà. Ah, Baresi aussi. Oui, la tête de Fred. Oui. Mais là, je confonds les années. 94, oui, c'est vrai. Mais tiens, un concept que j'ai tout le temps voulu voir au hockey, puis que ça pourrait aider aussi à l'expansion du hockey, c'est le concept de la Ligue des champions. Oui. Avoir une certaine collaboration avec les ligues européennes, ça donne. Je comprends pourquoi que la NHL ne veut pas ça, parce qu'il n'y a aucun intérêt, peut-être, à court terme, mais à long terme, voir des équipes, voir le CSKA Moscou venir à Montréal, nous aller à quelque part en Suisse ou en Allemagne, ça pourrait. Et inversement, ce que j'aimerais voir aussi, c'est une fameuse coupe nationale où on a des équipes semi-pro qui se battent pour aller, à un moment donné, jouer contre le Canadien de Montréal, avoir ce genre de système-là, qu'on donne un push à des gars qui jouent de semi-pro puis qui ont toujours espéré. Ça n'arrivera jamais. Il y a trop de matchs. Ouais, mais à cause des blessures, il n'y a aucun joueur du Canadien qui va dire je me pogne contre un gars de semi-pro, là, puis risquer de me défaire un genou. Ça n'arrive pas. Mais la Ligue des champions, je suis très d'accord avec toi. Moi, j'aimerais ça voir le SKA de Moscou ici. J'aimerais ça voir un club de Stockholm ici. Je pense que ça pourrait être le fun. Mais le problème avec le hockey, c'est que les saisons sont tellement longues. Aujourd'hui, tu gagnes la Coupe Stanley mi-juin, en temps normal, évidemment. Là, tu la gagnes en mi-juin, puis les gars sont sur la glace début août. Alors, c'est devenu très compliqué, tout ça. Même organiser la Coupe du Monde, il y en a eu une en 2016, puis là, c'est le bordel. On aimerait la ramener plus souvent, mais c'est compliqué. Il faut faire ça au mois d'août. Alors, c'est le calendrier au hockey qui est pas facile. Tu sais, au soccer, vous avez pas, ça joue pas. Ça joue tout le temps. Ça c'est un concept le plus gros clash qui existe entre le hockey et le soccer, c'est un joueur de soccer qui a plus qu'un mois de vacances trouve que c'est trop long et c'est une aberration, tandis que le joueur de hockey, s'il n'y a pas ses 4 mois de golf, il est fâché. Mais on peut pas poser une question sport et société, Nilton? Hein? Ben oui, vas-y. C'est Richard qui décide. Vas-y. Je pensais à ça, parce que souvent, on voit ce qui se passe avec Black Lives Matter, George Floyd, la catastrophe qui est arrivée, là, vraiment, c'est assez triste. Et moi, je trouve, notamment ce que la NFL fait, par rapport à son message médiatique, que je trouve qui est assez catastrophique, là, la NFL un peu me dégoûte. Toi, tu penses quoi en général, des ligues sportives quand ils se positionnent par rapport à des débats de société? Tu sais, la NFL qui est un exemple dégueulasse, que maintenant ils retournent leur veste, que tout va bien, on adore Kaepernick, etc. Moi, quand je vois les campagnes anti-racisme en foot, je trouve ça vraiment, en général, c'est plus du marketing et du blabla non nécessaire. Comment toi tu vois ça? Le vent du changement vient jamais des ligues, il vient des individus, il vient des joueurs. Ce sont les joueurs qui peuvent faire une différence. Tu as parlé de Kaepernick. Kaepernick lui-même a fait beaucoup plus pour la cause que Roger Goodell va jamais être capable de faire. Ça vient des joueurs. D'ailleurs, Michael Jordan, tout récemment, je regardais The Last Dance, l'incroyable documentaire. Puis Jordan, ils en parlent un peu, a été souvent la cible de critiques de la part des gens de la communauté noire qui disaient que Jordan aurait dû davantage se servir de sa prestance pour faire avancer la cause, avait choisi de ne pas le faire. Donc, les athlètes, on peut en penser, il y en a tellement. Il y a Mohamed Ali, il y a des athlètes qui sont servis de qui ils étaient pour faire avancer cette cause-là. Alors, pour moi, ça ne vient pas des ligues, ça. Ça ne peut pas venir des ligues parce que tu en as parlé, Sofiane, tu as parlé de marketing. C'est seulement ça pour les ligues. C'est pas authentique. De la part des joueurs, si tu as un gars qui se lève debout, tu as un Kaepernick, n'importe qui là, qui se lève debout et qui prend position, Tom Brady, j'aimerais bien voir faire ça. Ça va avoir un impact beaucoup plus significatif qu'un communiqué de 15 lignes de Roger Goodell, ça c'est sûr et certain. C'est vrai, mais est-ce que, pour revenir sur le message de Kaepernick qui s'est perdu, comment tu as vu ça, toi, quand ça a commencé en 2016-2017? Comment on est arrivé à... La personne disait je respecte le drapeau, mais je ne respecte pas ce qu'il représente par rapport à ce qui est arrivé, par rapport aux Noirs et la discrimination, etc. Et la brutalité policière. Je sais qu'il y a eu une propagande médiatique hallucinante contre son message, mais quand tu as vu ça en tant que journaliste, je dis mais comment ils ont pu prendre son message et juste le twister en 6 mois, puis c'est devenu un persona non grata, alors que son message était clair dès le début.
J'ai jamais compris ça. Comment tu vois ça? Parce que tu dis, je suis jaloux de ce message qui a été twisté comme ça. Parce que moi, je trouve ça hallucinant. On a oublié pourquoi il posait genoux. On pensait que c'est un anti-patriotique, alors que c'était pas ça son point dès le début. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de cas comme celui-là où il y a une forme de censure qui est effectuée. Et au hockey, on le voit souvent, ce sont même les joueurs eux-mêmes qui s'auto-censurent parce qu'il y a personne qui est intéressé à brasser la cage de personne d'autre. Alors, on prend notre trou, on est tranquille, on veut pas vraiment se prononcer sur des sujets qui sont chauds comme celui-là. Dans la NBA, c'est tout le contraire. Dans la NBA, tu as des coachs qui publiquement, Steve Kerr, Greg Popovich, publiquement, prennent position et de manière très, très bruyante sur le cas. Et la NFL, c'était un peu ça pendant des années. Hein? On voulait pas trop que les joueurs se prononcent, on voulait pas trop que personne brasse le bateau, comme on dit en anglais. On voulait pas ça, on voulait pas de ces joueurs-là. Et quand il y en a eu, on a composé avec, mais plus ou moins. Puis dans le Kaepernick, c'était une victime facile parce que on pouvait le tasser. Tu sais, malheureusement, la réalité, et puis je dis ça en tout respect, quand Kaepernick n'était pas un joueur de premier plan. C'est plate à dire, là, mais c'est ça la réalité. Si Colin Kaepernick avait été un joueur de premier plan, je pense qu'il serait encore là. Parce qu'on a accordé des privilèges beaucoup plus, je dirais, outranciers à des joueurs. Il y a des joueurs, mon Dieu, qui ont fait beaucoup pire que Kaepernick, qui ont gardé leur job parce qu'ils étaient bons. Alors, c'est plate, c'est la réalité. Kaepernick, malheureusement, était plus vraiment un bon joueur à ce moment-là, donc on a pu le tasser facilement. Et c'est pour ça que maintenant, vous voyez, là j'entends parler que la Ligue nationale de football recommande à toutes ses équipes de l'engager, puis... c'est pire, c'est de pire en pire. Pourquoi? On va lui donner un calepin de notes avec une casquette de baseball, puis on va dire, regarde, va prendre des notes pendant 60 minutes, pendant 18 semaines, puis après ça, on te reverra plus tard. Il n'y a pas personne qui va le faire jouer. Dans le monde idéal, si Kaepernick a eu ce moment de civisme et d'engagement, activisme, etc., durant le Super Bowl run avec les 49ers, je pense que le message aurait passé 15 000 fois sans problème positivement. Oui, comme tu as dit, c'était un joueur marginal, encore qui était encore un starter, mais presque pas. Donc, il était facile à tasser, puis tu as la fin de son contrat, puis c'est fini. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai que par rapport à l'engagement, par rapport à ça, c'est vrai, parce que tu vois dans le monde du foot et du soccer en Europe, les cris de singe envers des joueurs de couleur noire, etc., c'est encore monnaie courante, malheureusement. L'Angleterre le gère de façon beaucoup plus drastique et beaucoup plus binaire, genre vrai ou faux, in and out, alors que d'autres ligues comme Nilton avait parlé la dernière fois par rapport aux joueurs qui n'ont pas de compassion directe avec leur coéquipier qui veut quitter le terrain parce qu'il a entendu des cris de singe, donc on veut qu'il reste de jouer, alors qu'il reste jouer sur le terrain, alors que lui mentalement il n'est pas prêt pour ça. C'est encore délicat. Alors qu'au moins en Amérique du Nord, il y a peut-être avec la NHL, hein, Evander Kane qui est en bas de l'OPA. Il a eu tout le drama avant le Covid avec Hakim Akliou, le coach des Flames. C'est nouveau, ça, Sofiane, là, ce qui est arrivé avec Evander Kane, tous ces joueurs-là, ils étaient, j'essaie de me souvenir, 7 ou 8 signataires. Oui, dans la coalition des joueurs, là, oui. Qui est paru la semaine passée. Ça, c'est vraiment nouveau parce que je dois te dire qu'il y a 10 ans, il n'y a pas si longtemps, là, il y a 10 ans, il y a 15 ans, ça aurait été impensable de voir quelque chose comme ça. Donc, au moins, on fait du progrès. Ça, c'est pas parfait en aucun cas, mais au moins, il y a des pas en avant qui sont effectués. Non, c'est vrai. On étonne. On laisse Richard, là? Je pense qu'il ne va plus rien. Là. Au Québec, il faut les appeler. Les gens l'appellent sa boîte vocale pour le sauver. Là. En conclusion, est-ce que Richard Labbé est un ami du soccer ou pas? Après ce podcast. J'ai jamais été un ennemi, certainement. Je ne suis pas un aficionado comme vous et je ne regarde pas les matchs à chaque jour comme vous. Mais vous savez quoi?
les compétitions internationales du soccer, je les ai toujours aimées. L'Euro, la Coupe du Monde, j'ai encore en tête la seule fois de ma vie où je vais voir le Canada en 86 à une Coupe du Monde. Et puis, je me souviens très bien de ce tournoi-là. Moi, j'aime beaucoup les grandes rencontres internationales dans tous les sports. Et je pense qu'au soccer, c'est souvent là où on a les plus belles rencontres internationales. Alors, quand il y a un grand tournoi comme ça, ben souvent, je vais me surprendre à aller m'asseoir et aller regarder ça un petit peu. Puis, il y a des moments qui sont marquants. Alors, c'est pas une question d'être ennemi. Pas du tout, vraiment pas. Mais malheureusement, il y a seulement 24 heures dans une journée. Puis, avec la couverture du Canadien qui est de plus en plus intense, ben malheureusement, on doit faire des choix. Mais invitez-moi au prochain Euro, au prochain Mondial. Mais tu sais, nous aussi, on a des amis comme ça qui aiment le hockey seulement en série. Fait que si c'est accepté au hockey, c'est aussi accepté au soccer, right? Ouais, puis je veux juste savoir si moi, maintenant que le Canada n'est jamais là, ben, je me suis tourné vers la Suède. Alors, j'espère que les Suédois vont être C'est bien. C'est bien. Ça fait différent de tous les Québécois qui se tournent tout d'un coup vers la France. Quel choc. Donc, merci Richard Nilton. On reste là. On va rester un petit peu juste pour compléter là. Richard, merci encore. Hey, merci, messieurs. Et tu es maintenant un ami du CCPP et un ami du CanFC. Donc, bienvenue dans la famille. Hein. Merci Richard. Merci encore, Richard. Bonne soirée. Ciao. Ouf, Nilton. Tu veux encore me parler live devant tout le monde? Oui, on va s'insulter là. C'est un débrief live. Là, ce show-là, t'as pris le contrôle, j'avais rien à dire. T'as juste parlé des sujets de baseball, mais c'est quoi ce bordel, man? Non, mais j'essaie de faire ta culture parce que là, ok, merci. Là, toi, tu n'étais pas devant ta télé en fin de semaine pour voir la partie parfaite de Denis Martinez, El Presidente. Hein? Non, hein? Non, je ne l'ai pas vu, je l'ai pas vu. Voilà. Ben, ça, c'est un gros problème. Il va falloir qu'on commence à t'instruire. Il n'y a pas juste le soccer dans la vie. Il n'y a pas que ça. Regarde, bon, on conclut comme ça ou on parle encore un peu? C'est ton choix. Non, mais je commence à être fatigué. On n'a pas trop parlé de Canadiens ce soir. C'est vrai. Donc, n'oubliez pas de le supporter. Vous supportez le Coursus Pépéry, vous écoutez en direct, les podcasts. On aura les liens sur Twitter. Nilton, c'est @NiltonJoel. Moi, c'est @SofianeBenzaza. Patreon, les gars. Patreon.com/BarbicanFootballClub. Give us some money, guys. Give me some cash. On a une plateforme, il faut la financer. Là, je vois le nombre de spectateurs qui descend à chaque fois que tu demandes de l'argent. Parce que Richard est parti. Donc, parce que supportez-nous sur Patreon. Et aussi, merci beaucoup à la Forge du Malte. On vient de renouveler avec eux, avec le CanFC et le CCPP. Un gros pour merci. Être un partenaire. Merci à Guy Lafrenière et toute l'équipe Trois-Rivières pour la Forge du Malte, laforgedumalte.com. Forge du Malte sur Twitter, réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Trouvez-les, puis vous allez trouver sur le site web. Si jamais vous avez des idées d'invités aussi, hein, peut-être. Lâchez, nos DM sont ouverts, malheureusement. Nos messages privés sont ouverts, donc n'hésitez pas. Et puis, oui, sans faute, Guy, on va faire tirer de la bière. Envoie-nous le stock, là. Non, on n'envoie rien. Moi, j'ai peur du Covid, là. On va directement aux gens. On va voir. Il n'y a pas de 5G dans la bière. Regarde, j'apprécie tout le monde qui dit merci d'avoir aimé le show. Patreon.com/BarbicanFootballClub. Dites merci via ce lien aussi. Puis merci de nous avoir écoutés. Nilton, merci pour ma culture baseball. J'ai adoré. Toujours là pour toi. Puis, regarde, je vais te dire ma culture baseball, ok? Je connais un joueur qui s'appelle Molitor. Hein? Je suis bon. Oui, Paul Molitor. Il est un excellent premier but qui était DH. Paul Molitor a eu une grande carrière. Là. Avec les Blue Jays, il avait gagné World Series, non? Oui, à la fin, il a fini. Moi, je me souviens de lui avec Milwaukee. Paul Molitor au soccer, ça n'existe pas. Parce qu'au soccer, il faut que tu sois capable de courir, jouer défensivement. Est-ce que Urruti, c'est le prochain Paul Molitor? Non. Latéral droit attaquant? Non? Non. Baseball, Urruti, ça serait qui? Urruti, quelqu'un qui a une bonne petite séquence. Là. Mike Lansing. Non, Mike Grudzielanek. Ah non, c'est un troisième but, lui. On s'en fout de la position. Grudzielanek, il faisait toutes les positions. Je pense qu'il a même catché une game. Là, on est en train de perdre du monde. Là. Non, ils sont 26 personnes live, là, on est pas. Je vais aller regarder tantôt sur Baseball Reference. Je pense que Grudzielanek a déjà catché. Le Groot. Non, c'est ça. Regardez, c'est qui le prochain invité? Là, on dit déjà invite Antoine Deshaies. OK. Pourquoi pas? Il est occupé. Antoine, je le vois faire du vélo, je le vois jouer au golf. Est-ce qu'il y a vraiment du temps pour nous? On n'a pas le temps pour nous. On a le temps de rien faire, man. On a le temps de rien faire.
On va rester dans le sportif. Non, écoute, peut-être qu'on va se faire contacter par l'Impact pour une entrevue. Tu sais, t'imagines, là, le président, là, Kevin Gilmore. On passe maintenant à l'Impact. Cher Impact de Montréal. Dear Montreal Impact. Si vous avez des idées. C'est le fun que tu le dises en anglais. Si vous avez des idées d'entrevues que vous voulez nous proposer, on est le bienvenu. Nos DM sont ouverts. On a accès à vos WhatsApp. Mais il faut pas. Sofiane, ils n'ont pas le droit de nous envoyer les questions d'avance. C'est nous qui allons faire les questions. Donc, donnez-nous des idées. Nous, on est ouverts. On a accès à Internet. On a ce petit truc StreamYard. C'est joli. Il y a des logos. Oh, boy. Tu penses vraiment qu'Olivier Renard voudrait nous. Sa première question, c'est comment vous avez su? ça serait un podcast inversé. C'est lui qui pose des questions. Puis, tu sais, genre, on dirait si jamais tu savais. Si j'avais été savais. On est dans la merde. Ouais. Un jour, on va lui dire, mais. Ouais. Mais Nilton, tu sais qu'on n'a pas fait depuis longtemps? Depuis longtemps, on n'a pas parlé de Netflix. Ça existe encore, ça? Netflix. Ah ouais, on a parlé de Netflix. J'ai commencé. J'ai commencé le truc Space. Comment que ça s'appelle? Space Force. Je l'ai fini. Ouais. Ouais. Hater. Les gens, c'est des haineux. Les critiques, là, médias. J'ai pas terminé, mais je vais donner une chance jusqu'à la fin. Regarde, c'est un peu soft, mais j'aime bien. C'est marrant. C'est mignon. C'est mignon. Mignon. OK. Sinon, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? J'ai essayé de continuer ton truc coréen zombie. Finis-le, man. Ouais, ça aussi. Ces temps-ci, je finis rien sur Netflix. Bon, honnêtement, j'ai un temps d'inattention qui est beaucoup. Le voisin de droite de Samuel Piette. On parle de chez lui ou de vestiaire? Ouais. Tony Marinaro, ça pourrait être intéressant, mais il faudrait qu'on ait quelqu'un de l'Impact avant. Parce que si on a Tony, c'est sûr que personne de l'Impact va venir nous voir. On est déjà brûlé avec le club. Peut-être on devrait mettre Don Garber. On a plus juste le temps d'avoir Don Garber que Jamie Chaume. Rémi Garde, ça serait cool. Honnêtement, j'aimerais bien parler à Rémi Garde. Oui, c'est vrai, Space Force, c'est pas The Office. C'est vrai. Space Force, c'est un show qui aurait dû sortir il y a 8 ans. C'est ça que je pense. Donc, c'est ça que je pense. Mais Netflix, ouais, moi, c'était une émission que je veux voir, parce que j'ai vu le film Snowpiercer. Ça te dit quelque chose? Ok. Mais toi, t'as vraiment 45 ans, toi. Ouais, depuis aujourd'hui même. Ouais. J'ai vu, comment il s'appelle l'acteur d'Happy Gilmore, là? Adam Sandler? Non, je l'ai pas vu. Non, Diamonds, là, je sais pas quoi, là. Ah, ça, j'ai aimé ça. C'est correct. I was easily amused. Jesse Marsh, il est plus de notre niveau. Jesse Marsh, il est occupé et tout, big. Il est en Allemagne. Il parle allemand. Moi, quand je vois parler allemand, on dirait faudrait parler à Jonathan David avant. Non, il est déjà trop grand maintenant. Il est déjà trop gros. Davis, il est rapide. Ça ferait un podcast rapide. T'es tanné qu'on dise qu'il est rapide? On va arrêter. Ok, il est rapide, mais. Ouais, mais il est rapide. Oui, il est très rapide, mais c'est bon, on a compris. Meilleur, il est rapide. Uncut Gem, merci Sid. Ouais. Gem. Voilà. Non, je ne l'ai pas vu, ça ne me tentait pas trop. Non, c'est bon, c'est correct. Là. Ouais. Écoute-le jusqu'à la fin, par exemple, le film. Ah oui, j'ai binge-watch saison 7 et 8 de. Saison 7 sur Netflix, mais saison 8, je l'ai vu sur un autre service, là, je pense que c'était. Comment ça s'appelle? Sur un autre service. Sur Crave TV, c'était Homeland. Sur un autre service, c'est la nouvelle façon de dire je l'ai streamé. Non. Saison 7 sur Netflix, Homeland, saison 8, je pense que c'est sur Crave TV. Arina Vilo. T'imagines Arina Vilo? Non. Je pense qu'on aura des insights assez intéressants avec Arena Vilo. Je pense que ce serait le fun. Regarde, on est 27, on est plus de 29 qui nous écoutent live. DeSantis, ça pourrait être le fun. Oui, c'est vrai. DeSantis, moi, j'aimerais bien. Mais il faut que l'Impact de Montréal, s'il vous plaît, contactez-nous et on va vous aider. Aidez-nous pour vous aider. T'es sûr de cette phrase-là? Je suis pas sûr qu'ils pensent que le CPP aide l'Impact de Montréal. Regarde, on n'a pas 15 000 écoutes. On va y arriver. Donc, on va y arriver. Ce film-là, c'est un must. Le film québécois, là? Ouais, c'est génial.
vu un Québécois qui était trop québécois sur Non, Twitter? non. Sincèrement, ce film-là pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être américain comme ça pourrait être allemand. Franchement, c'est très, 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 très bon. Comme premier, comme film Netflix québécois, ça aide au prochain. Là, Ok, ouais, je l'ai ajouté dans ma liste là, mais honnêtement, depuis un bout, je suis beaucoup plus YouTube que Netflix depuis un mois. Mais tu sais ce que je suis trop influencé par les réseaux sociaux parce que Kevin Laramé a commencé à parler de US Marshals et je l'ai vu genre le soir même. Tu te rappelles US Marshals, le sequel de Fugitive? Tommy Lee Jones, Robert Downey Jr., Wesley Snipes. Ok, tu te rappelles de Fugitive avec Harrison Ford? Tu sais, oui, dans la scène où dans les égouts, genre, I did not kill her, et Tommy Jones dit I don't care. Puis après, il saute dans le. Tu connais trop un film par cœur. Franchement, c'est too much. Là. Tu ne te rappelles pas, c'est vraiment triste. Donc, Kevin a un peu touché ma fibre rétro. Donc, j'ai vu US Marshals il y a quelques semaines avec Wesley Snipes, Robert Downey Jr. et Tommy Lee Jones qui joue le même rôle du US Marshal dans le Fugitive. Donc, c'est une sorte de sequel alternative. Hilton, je t'ai perdu. Ouais. Il y a Bonsoir qui joue bientôt. Il faut que je m'en aille. C'est quoi ça, Bonsoir? Alors, c'est quoi? C'est quelque chose du câble. Là. C'est un autre. Comment tu as appelé ça? Une autre plateforme? Une plateforme alternative. Attends, Bonsoir de Radio-Canada. C'est le gars qui fait des entrevues là, avec la moustache. Ouais. Le gars. Le show très diversifié en invité, ouais. Un autre service. Hey, Crib TV, Crib TV, arrêtez. Ouais, un autre service. Donc, il n'y a pas de podcast jeudi vu qu'on a fait celui de mardi. On va être en pause. T'es sûr, Milton? Si l'Impact me contacte demain et dit Kevin Gilmore veut vous parler. Est-ce qu'on se fait un défi bête là et les gens vont dire non? Si, je sais pas, on a un certain nombre de Patreon, des nouveaux qui arrivent entre maintenant et jeudi matin. Est-ce qu'on fait un jeudi live Q&A avec les fans? Si j'ai 10 nouveaux Patreon, 10 nouveaux Patreon entre ce soir, mardi soir et jeudi midi. Si on a 10 nouveaux et on a les stats pour traquer, on fait un live jeudi Q&A. Si tu veux, Milton. Un Q&A? Un Q&A. Un petit 30 minutes Q&A, ça peut être sympathique. 30 minutes, 10 nouveaux Patreons entre aujourd'hui et jeudi matin. Comment on va faire? Notre première question, c'est toujours qui est Dr. Foot? On se pose à nous-mêmes, parce que pour le moment, en général, Nilton, la réponse la plus simple est généralement la bonne réponse. Donc, il se peut que c'est un de nous deux qui est vraiment Dr. Foot. Pensez. Non, sincèrement, je n'ai pas ce temps-là. Quoique, j'ai déjà pensé j'ai vraiment pensé avant mon Free Nilton, qui était un must. Parce que j'étais en pénitence de Twitter, mais j'ai vraiment souvent eu le goût d'ouvrir un autre compte. Vraiment souvent, mais en même temps, ça me prendrait 3 jours avant de me tromper. Seulement, moi, c'est le premier tweet. C'est le premier tweet genre, où j'ai tweeté des deux comptes en même temps, direct. Mon Dieu. Non, c'est sûr, je me trompe. C'est sûr. C'est trop de stress dans ma vie. Non, je suis pas capable. En tout cas, 10 nouveaux Patreons d'ici jeudi et on fera un Q&A live de 30 minutes avec vos questions en direct. Voilà, donc n'hésitez pas. Donc, moi c'est Sofiane, lui c'est Nilton, puis nous sommes CCPP. J'espère que vous avez aimé ça. Ciao. Ciao tout le monde.